Salut les amis, une fois n'est pas coutume, on va parler d'une marque française qui n'est pas passée dans Petite Montre entre amis, qui n'est pas passée non plus dans Streetwatch, que vous avez peut-être vu dans Ma Montre et moi avec Régis qui nous a présenté sa Yema Skin Diver Vintage. Et là, c'est un autre modèle. On n'est pas dans le vintage, on est dans la réédition. Et c'est Aurélien qui va nous raconter son histoire, ses sensations et ce qu'il pense de sa Yema Flygraph Pilote M1. Toute une histoire. C'est parti pour un nouveau Duel Time. Salut Aurélien, ça va? Salut Xavier, ça va super. Bon, t'es en grande forme? Ça va, en forme. Tu sais que, en tout cas, tout dépend quand est-ce que les abonnés vont voir cette vidéo, mais t'es l'un des tout premiers avec qui j'échange, si ce n'est le premier avec une Yema. On va dire pas le modèle le plus connu, hein, mais tout autant désirable. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de cette Yema en question? Eh ben, c'est une montre qui est passée comme ça dans mon champ de vision un peu périphérique quand je regardais pas mal de vidéos sur YouTube. Et puis, elle m'avait toujours un petit peu attiré l'œil, sans savoir vraiment la marque que c'était. Oui. Et puis, quand j'ai vu que la montre qui m'était passée comme ça un petit peu devant les yeux sur une chaîne YouTube, quand j'ai su que c'était une Yema, j'y me suis intéressé un peu plus. Et il y a eu plein de petites choses que je pourrais dire par la suite qui ont fait que j'ai craqué complètement. Ouais. Alors, pourquoi quand tu as su que c'est une Yema, c'est parce que tu t'intéresses à l'horlogerie française? Ben, quand on s'intéresse à l'horlogerie, à un moment donné, on est obligé de passer par l'horlogerie un petit peu suisse parce que c'est actuel. Mais quand on s'intéresse à l'histoire de l'horlogerie en général, la base de l'horlogerie, c'est quand même un petit peu français. Les Suisses sont arrivés un petit peu après. Tout à Donc, fait. en tant que Français, je ne suis pas chauvin non plus, mais je me suis dit, tiens, Yema. Et donc, du coup, j'ai regardé tout ça et ça m'a vraiment bien plu, quoi. Ça marche. Tu l'as acheté il y a combien de temps alors, Il y a à cette peu Flygraph? près un mois et demi à peu près. Ouais, Je la d'accord. porte tous les jours. Ouais, raconte-nous comment tu l'as acheté. Alors, je l'ai acheté, c'est simple. Quand j'ai vu justement que c'était une Yema, je suis allé sur le site Yema, tout simplement, parce qu'ils vendent leurs montres sur le site. Et là, j'ai tout décortiqué. J'ai d'abord regardé tous les modèles, et après, j'ai regardé celle-ci qui me plaisait vraiment. Voilà, il y a une petite assistance qui vous propose des petites choses assez attractives. Déjà l'histoire, après on peut avoir des petites promos en ce moment. Ça parle de la montre en elle-même. C'est pas mal fichu, avec le petit drapeau français un petit peu partout. Ouais. Même si je pense qu'elle n'est pas 100% française, mais après on verra plus tard. Mais Ouais. je l'ai acheté comme ça sur Internet, sur le site, et je l'ai reçu vraiment pas longtemps après, D'accord. le site. Alors justement, puisque tu l'as acheté en ligne comme ça, les spécialistes de Yema vont peut-être pouvoir en parler. C'est peut-être l'unique canal de vente actuellement, mais euh, je le disais en intro, c'est pas le modèle le plus connu, hein, je pense, mais je peux me tromper. Le plus connu, c'est la Superman avec ce protège-couronne bien particulier. Euh, Qu'est-ce qui fait que, justement, en regardant les différents modèles, ton choix s'est porté sur celle-ci? Alors, à la base, c'est vraiment purement esthétique. Ouais. C'est-à-dire que cette lunette-là, qui est en fait, je suis en train de la regarder, hein. C'est Ah pas ouais. celle, elle est là. Donc cette lunette, en fait, elle m'a tout de suite attiré et elle m'a fait penser à une montre que j'aimerais avoir un jour, qui est une Nautilus, tout simplement, il faut dire la vérité. C'est-à-dire que ça fait une sorte de lunette plate brossée avec les bords polis. Ouais. C'est une montre qui attire l'œil. Et la deuxième chose, c'est vraiment son cadran strié ardoise qui, du coup, change de couleur. Là, elle est noire. Si je tourne la montre, elle est noire foncé. Après, elle est grise. C'est vraiment le côté esthétique. Et quand je m'y suis un petit peu plus intéressé, montre d'aviateur, j'en avais pas dans ma collection. Française, j'en avais pas dans ma collection. Enfin, elle a vraiment tout. Elle m'a.
C'est ma deuxième femme, quoi. Ouais, donc elle cochait toutes les cases, cette, Elle cochait toutes les cases, cette montre. exactement. Alors, Enfin, mes cases à moi. ouais, ben, non, mais bien sûr, c'est ça qui est important, Ça. c'est ton intérêt à toi, c'est pas que tu nous donnes un avis général. Vous le savez, c'est l'ADN de la chaîne, c'est un anonyme, hein, on connaît le prénom d'Aurélien, c'est tout, qui nous parle de sa montre. Une nouvelle fois, les photos proviennent de l'invité. Hein. Merci pour ces belles photos, Aurélien. Et là, on voit justement sur celle que je présente à l'écran le cadran poli brossé à la verticale sur le même grain de polissage que la lunette. Et je te rejoins, c'est en tout cas s'agissant de la lunette, c'est l'une des caractéristiques effectivement de la Nautilus. Après, on en est loin quand même C'est pas s'agissant la du même forme, cadran, de la évidemment. forme, etc. Quoi. Hein. Mais c'est quelque chose en fait qui va attirer l'œil parce que justement dans cette vision périphérique que quand elle est passée comme ça devant mes yeux, elle m'a plu et c'était dans une vidéo où il y avait plusieurs montres, c'était assez rapide. Je me suis dit, elle est jolie celle-ci. Ouais, et après, elle est revenue plusieurs fois à mes yeux et c'est toujours cette lunette là et ce fond qui me rappelait un petit peu la Nautilus qui elle évidemment est beaucoup plus ancrée dans mon cerveau. Ouais. Euh, et depuis, la Nautilus, elle m'intéresse beaucoup moins. Ah ben, dis donc, c'est une bonne nouvelle parce que si elle t'intéressait de plus en plus, là, il va falloir quand même que tu économises sérieusement, quoi. Alors, Hein. c'est pas la Nautilus, pardon, c'est l'Aquanaut. Je viens de me rendre compte que j'ai dit une bêtise. Oui, mais c'est pas grave. Il y a des choses très proches et similaires entre l'Aquanaut et la Nautilus. Alors justement, que ce soit d'ailleurs l'Aquanaut ou la Nautilus, on est sur des produits qui sont entre 27 et 33 000 euros tarif catalogue, grosso modo. Mais Ouais. comme il n'y en a pas en boutique, on atteint des prix absolument lunaires. Hein. J'ai vu d'ailleurs une Nautilus stickée, donc neuve 5711 chez un AD, revendue 68 000 euros. Voilà. Donc, bon, c'est la Nautilus, donc l'Aquanaut, elle doit être un peu moins chère. Donc là, on est sur des prix délirants. Combien ça coûte une Flygraph comme ça, Aurélien? Alors, ben, c'est un peu intéressant parce que là, je viens de voir sur le site elle était plus disponible, la mienne, parce Ouais, qu'ils vont changer avec le Yema 2000. Ils ont encore changé le mouvement, d'après ce que j'ai compris, pour le rendre plus fiable. Donc, moi, j'ai leur premier mouvement maison. On aura peut-être le temps d'en parler après, hein, les petites guillemets sur maison. Et moi, je l'ai payé aux alentours de 600 euros. d'accord. Ok, ok, Voilà. ok. Et elle t'est livrée avec la marmotte Yema de mémoire? Alors, elle est livrée alors, elle est livrée dans un écrin Yema en cuir camel Ouais, avec une petite carte en cuir notée au crayon la référence pour la garantie. Très, très, très jolie, très qualitative. Et en plus, en cadeau, j'ai eu une marmotte de voyage Yema un petit peu plus facile à transporter en plus. Enfin, il y avait pas mal de petits cadeaux pour la fin du modèle, pour la fin du modèle, quoi. d'accord. Donc super expérience client, si je résume. Un site qui est Plutôt bien bien. fait pour te faire choisir. Tu l'as reçu en temps et en heure? Moi, j'étais de toute façon pas pressé. Je l'ai reçu en 3 jours. Super. Ouais. Bon, bah, tu es un super ambassadeur de Yema. Hein. On voit que tu as un bracelet, on va dire, en tissu. Hein. Oui. C'est le bracelet qui t'est fourni avec la montre. Alors c'est ça, on peut la choisir avec les deux bracelets. Moi je voulais le bracelet en tissu parce que elle était décrite entre guillemets comme avec le bracelet d'origine. Ils appellent ça le bracelet Canva. Alors c'est un bracelet qui est qui est rigide, hein, qui est très résistant. Et je pense que c'était les bracelets vraiment qui mettaient à l'époque quoi. Fallait que ce soit costaud quoi dans l'avion. Avec un intérieur doublé en cuir, donc très confortable du coup, parce que le tissu canevas sur la peau, je pense que du coup, c'est pas très confortable, mais en tout Ouais, cas très résistant. ouais, Et quand j'ai commandé la montre, j'ai pris aussi le bracelet en cuir vintage noir, ouais. qui pouvait être aussi livré d'origine avec, qui est beaucoup plus fin, qui fait un petit peu plus habillé, mais
qui est évidemment moins résistant que le bracelet tissu, quoi, je Ouais, pense. ouais, bien sûr, bien sûr. Bah, on voit les deux sur les photos. Effectivement, le bracelet tissu, je pense que c'est une référence aux premières montres bracelets qui étaient soit sur la cuisse, hein, ou en tout cas par-dessus la combinaison du pilote. C'est ça. Enfin, à mon avis, c'est ça l'origine de cette logique-là. Après, il y a peut-être des logiques aussi de business, hein, c'est-à-dire un bracelet acier, le prix de revient en fabrication, je pense, hein, je peux me tromper les amis, vous me direz en commentaire, mais doit être plus élevé. Est-ce qu'on peut revenir sur le cadran, puisque Oui. tu m'as envoyé une belle photo, les amis, où on voit vraiment le traitement Super Luminova des index et des aiguilles. C'est vraiment très très réussi, hein, ça claque, hein, tu la portes la nuit, tu peux pas dormir avec ça, Aurélien. Bon, après, ça s'estompe quand même au bout de quelques temps quand même. Mais c'est ce qui m'a séduit aussi. Ouais, C'est-à-dire que déjà du Super Luminova, c'est quand même quelque chose d'assez qualitatif, en tout cas pour une montre de, de, de ce ouais, budget-là. Et le fait qu'il soit évidemment sur tous les chiffres, sur les aiguilles, des minutes, des heures et des secondes. Et le petit détail pour moi qui tue, c'est le petit avion ouais. juste au-dessus du mot automatique en super Luminova aussi. Le petit détail, quoi, le petit détail vraiment sympa. Et le super Luminova marche vraiment très très bien. Ouais, non, mais ça, c'est vrai que c'est vrai que c'est vraiment, vraiment très sympa. La forme des aiguilles aussi est assez sympathique. Et puis, bah, puisqu'on voit le cadran, alors là, on le voit effectivement en conditions de nuit, eh bien, c'est une montre qui est étanche à 300 mètres aussi, hein, C'est ça. qui est un peu je veux dire, qui est un peu et même surtout l'innovation de Yema en 63 de mémoire, Oui. lorsqu'ils ont sorti la Yema Superman, qui était la première montre française étanche à 300 mètres. C'est ça. Ouais, ça comptait pour toi, l'étanchéité? Bon, de toute façon, à 300 mètres, c'est pas le sujet, mais en tout cas, une montre que tu peux vraiment porter dans toutes conditions, notamment te baigner avec, puisqu'avec ton bracelet tissu, quoi qu'il est doublé cuir, ton bracelet, non? Et cuir. Je Ouais, pense il vaut mieux mettre un petit natto ou quelque chose comme ça. D'ailleurs, un natto pas facile à trouver parce que bon, on en reviendra peut-être un petit peu après sur deux, trois petites critiques bien sûr, parce bien sûr. qu'elle n'a pas que des qualités, même si pour moi elle en a énormément. Ouais, 19 mm, l'entrecorne. ah, Ouais, 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 ouais. voilà. Ça, c'est un vaste sujet. Je serais vraiment intéressé d'avoir une discussion avec une manufacture sur ce point parce que j'espère que c'est pas une stratégie de commercialisation de bracelets, mais J'espère aussi. effectivement les bracelets standards et notamment les NATO c'est 20, 22 ou 18 et en 19 bah ouais Alors, ouais, on en trouve, mais c'est souvent en rupture de stock parce qu'ils en fabriquent peu. ouais, Et c'est vrai que, comme tu dis, stratégie commerciale, quand j'ai vu que c'était 19 mm, par exemple, ben, j'ai acheté le bracelet cuir en même temps que la montre. Parce que ouais, je bien sûr. savais que un bracelet cuir en 19 mm d'une marque lambda ou d'un handmade italien, ça allait être un petit peu dur à trouver, quoi. Oui, 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 c'est clair, c'est clair. Alors, avant qu'on parle du calibre, hein, entre guillemets maison, tu nous en parleras Ouais. un petit peu plus. C'est quoi le petit détail que tu préfères sur cette montre? Le petit détail. Alors, le petit détail, faut en dire qu'un. Oh, exceptionnellement, si tu en as plusieurs, parfois c'est dur d'en avoir qu'un seul, hein, tu vois. Mais dis-nous, tu vois, ce que tu préfères sur cette montre. Enfin, ce que je préfère vraiment sur cette montre, c'est la lunette. Ouais, Ouais. C'est la lunette en premier. Après, ça va être la petite couronne avec le Y de Yema qui est vraiment raffiné. L'alternance brossé-poli, un peu l'alternance du sandwich, quoi. C'est-à-dire entre le boîtier, le fond de boîte. Enfin bref, il y a du brossé, du poli, du brossé, du poli. Enfin, ça fait vraiment plusieurs couches. Certains disaient qu'elle était épaisse, mais bon, ben ça, quand on enlève une Monaco et qu'on met sa Yema, non, elle n'est pas épaisse du tout, elle est ouais, parfaite. ouais, ouais, ben enfin, tout est relatif. Elle fait combien C'est ça. d'épaisseur là? Elle fait un petit 14-15 peut-être?
Je crois un peu plus. Un peu plus? Je crois un peu plus. Oui, En bon. fait, le fond de boîte en fait s'intègre bien dans le creux. Alors moi, je suis assez mince, voire maigre. Donc en fait, elle s'insère en fait dans le creux entre mes deux os de l'avant-bras. Donc, ben, je sais pas, c'est pas très épais ça quand même. Enfin, je sais pas, enfin voilà, franchement, c'est Oh, parfait. mais attends, là, ça, l'épaisseur en millimètres, c'est quelque chose qui est factuel. Après, il y a la sensation, il y a comment tu t'habilles, il y a quand même beaucoup de choses. Parce qu'à ce rythme-là, avec des chemises, on va dire, habillées pour aller bosser en costard-cravate, toutes les montres sont trop épaisses, hein. Ou alors, Ouais, il faut faut prendre avec. une altiplano, il faut prendre une extra plate Master Control chez Gégère Lecoultre, une Zénith Elite. Enfin bref, une Submariner, rarement ça passe sous la chemise, hein. Oui. Mais là, franchement, là, ça passe très très bien, justement. C'est pour ça que parfois, voilà, on entend quand on s'informe un petit peu, comme justement, on ne peut pas l'avoir en vrai cette montre parce que des boutiques, bah, j'en ai encore pas trouvé là où j'habite pour de Yema. Donc, on est un petit peu obligé de se renseigner si c'est important pour nous l'épaisseur. Et comme quoi, c'est une histoire d'individu parce que pour moi, elle n'est pas du tout épaisse, quoi. Donc, c'est comme quoi. Avoir la montre en main, ça change quand même beaucoup de Bien choses. sûr, mais oui, Avoir- oui, oui, ça, il n'y a pas de doute. Plusieurs, je pense à Cédric, je lui dis bonjour, hein, qui est passé plusieurs fois sur la chaîne et qui martèle une montre. Il y a un gouffre entre ce qu'on peut en lire et puis quand on l'essaye. Et c'est ça l'intérêt de la chaîne Daily Shoes, c'est que c'est du feedback concret, terrain d'utilisateurs qui nous expliquent leur montre. Les deux, trois petites choses où tu te dis ils peuvent progresser ou qui te satisfont moins, ce seraient lesquelles? Alors, la première chose, alors c'est des petits, en fait, comme je l'aime beaucoup, c'est vraiment des petits détails. Le premier petit détail, purement esthétique, l'aiguille des minutes. Ouais, Je comprends pas trop pourquoi ils ont fait une sorte de bâton avec une petite flèche au bout et qu'il n'est. Alors c'est peut-être justement quelque chose qui est dans le cahier des charges par rapport à une montre d'aviateur, mais là du coup je ne suis pas spécialiste vu que je ne suis pas pilote. Alors je me suis dit qu'elle aurait pu être s'affiner comme l'aiguille des heures au bout. ouais. Elle fait un petit peu bâton comme ça. Alors c'est sûr du coup on la voit bien avec le Super Luminova, mais alors, je pense que ça aurait pu être un petit peu plus fin. Je pense que enfin, t'as pas tort. Je partage ta remarque. Les amis, je suis désolé, mais toutes ces vidéos sont enregistrées comme si c'était un live, hein, et là, j'ai le nom sur le bout de la langue de ce type d'aiguille. Oui, Et il y a plein de modèles de montres où tu as des aiguilles comme l'aiguille des heures, et donc l'aiguille des minutes est la même. Après, d'accord. je pense que c'est simplement une affaire de lisibilité, et c'est Oui. vrai que pour un aviateur, comme pour quelqu'un qui fait de la plongée, d'ailleurs, à une époque, les amis, où le temps était important quand même, hein. Enfin, je veux dire, la maîtrise du temps était un vrai sujet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qu'on a sous la main avec autre chose que sa montre. C'était important de pouvoir lire très très vite et de ne pas confondre l'aiguille des heures et des minutes. Donc c'est peut-être ça l'explication. Après, parce que en fait, je soulève ça parce que j'ai déjà vu d'autres montres type aviateur, par exemple certaines Hamilton ou autres, avec justement cette petite pointe aussi sur l'aiguille Oui, 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 des oui, minutes. Donc oui, après, bon voilà, oui. Il me semble que la ZIN que Matthew avait présenté dans Petite montre entre amis, on est dans ce cas-là, avec voilà, c'est ça. aiguilles, minutes, heures et minutes qui sont similaires. Ok, donc ça marche. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Alors pour moi, le format 38 mm pour mon petit poignet, c'est parfait. Elle fait même petite montre sur Ouais, moi. ouais. Par contre, après, pour le côté réédition, je pense qu'un pilote, dans son avion dans les années 60, malgré le Super Luminova et malgré que le cadran soit vraiment très lisible, je pense que ça resterait un petit peu petit. C'est-à-dire que si on veut quelque chose vraiment de Oui, vintage, je oui. pense qu'elle est quand même un peu petite. Hein. C'est pas une IWC d'aviateur où vraiment on a vraiment ce cadran assez gros qui va jusqu'à 44 mm, je crois, où évidemment, là, plus c'est gros, plus c'est lisible. Ouais, mais je pense. Là, on est quand Mais, même dans la réédition, mais ouais, mais est-ce ça que va être c'est. tous les Pour jours. le coup, ouais, non, mais t'as raison. Alors,
sauf si je me suis trompé, mais il me semble que c'est sur le site de Yema que j'ai récupéré la référence et la taille, et elle est, je peux me tromper, hein, mais a priori elle est annoncée en 39 hein, et pas en Elle est 38. en 39? D'accord. Ouais, mais bon, je veux dire, c'est le propre de la réédition. Mm. C'est-à-dire que il y a des rééditions qui sont plus grosses que les anciennes, mais après, les amis, je sais pas si vous vous souvenez de la vidéo que j'avais fait sur la vente aux enchères chez Agut il y a un petit peu moins d'un an, il y avait une Laco d'aviateur, donc clairement avec les index horaires comme sur cette montre-là, Mhm. cadran noir, totalement épuré, etc. C'est une montre qui faisait 55 mm. Ouais. Et là, évidemment, là, t'étais à une époque où c'était vraiment un outil de travail. Donc, Mhm. euh, moi, ça me choque pas. Après, c'est simplement la question de la notion de réédition. Moi, c'est pas ma cam, mais bon, voilà, moi, mon avis a pas beaucoup d'importance. Et ce qui est intéressant, c'est que toi, tu t'es reconnu dans ce modèle et que tu as vu justement une filiation avec l'aéronautique, et c'est ça qui t'a intéressé. C'est ça. Ok, le calibre, tu disais maison entre guillemets. Bah, en fait, ils le mettent même sur le petit. On a un petit dépliant avec la montre qui explique un petit peu l'histoire un peu de la marque. Et eux-mêmes, dans le descriptif de la montre et du coup de leur mouvement, parce qu'il équipe aussi un autre modèle. Là, je ne l'ai pas en tête, mais je crois que c'est peut-être la Superman, je crois, je ne sais plus. Euh, Ils mettent maison entre guillemets. Et de ce que j'avais entendu sur YouTube, ce serait un mouvement suisse qui a été repris. Alors évidemment, là, je peux me tromper. Donc Ouais. les vrais pros de Yema peuvent justement mettre des commentaires. Mais il me semble que ils avaient une base. Je crois que c'est un mouvement suisse. Je pourrais pas dire lequel parce que je veux pas me tromper, je veux pas dire de bêtises. Ils sont partis d'une base où ils ont changé quelques petits trucs, ils ont mis leur nom, etc. C'est pour ça qu'ils sont en train de refaire un calibre là, qui va bientôt sortir, le Yema 2000. Et là, je pense qu'il sera beaucoup plus maison, sans les guillemets. Ouais. Écoute, moi, très honnêtement, je ne sais pas. Et j'ai envie de réagir simplement sur quelque chose de, euh, comment dire, je veux dire, d'abord, c'est quoi un calibre maison? Mm. D'accord? Je fais le parallèle parce que là, il faut vraiment vulgariser les choses, hein. Un iPhone, c'est créé, designé, pensé, structuré en Californie et c'est fabriqué en Chine. Voilà. Le Swiss Made, c'est 50% de la valeur ajoutée sur le territoire helvétique. Donc Mm. ça veut dire que c'est 50% ailleurs. Donc l'histoire de l'horlogerie, notamment l'horlogerie suisse, c'est le principe de l'établissage, c'est-à-dire plein de petits établis répartis dans différents villages, dans la vallée de Joux par exemple, mais ailleurs. Et puis à un moment, il y a quelqu'un qui vient récupérer tout ça et qui te l'assemble et t'en fait un calibre. Bon, donc la notion de Swiss made, made in France, maison, bon, ça veut tout dire et rien dire. Il y a des fabricants de calibres historiquement, je pense à Lemania par exemple, Mm. qui fournissaient des ébauches. Et puis derrière, il y avait des modules additionnels, il y avait de la finition additionnelle. Est-ce que ça en fait un calibre maison ou pas? Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Donc ce serait un calibre maison, mais en fait pas complètement maison. Enfin, chacun voit midi à sa porte. Je pense que ce qui est plus intéressant, c'est de se dire qu'est-ce que ça donne en termes de fiabilité, qu'est-ce que ça donne en termes de SAV, qu'est-ce que ça donne quand tu l'envoies ou dans 10 ans, tu devras la faire entretenir parce que tu n'auras pas fait tes révisions, par exemple, et qu'il y aura des problèmes dessus, est-ce qu'il y aura des pièces? Je pense que ça, c'est un sujet plus intéressant. Et puis, ça dénote aussi que c'est extrêmement compliqué. C'est pour ça que sur la chaîne, rarement on rentre dans le détail de la mécanique horlogère, sauf lorsque ce sont des horlogers qui viennent en parler, parce que c'est beaucoup, à mon sens, beaucoup trop compliqué. Et Oui. puis, on peut trop facilement se cacher en se disant, ouais, il est super, bon, etc.
Je viens de passer sur le site de Yema, regarder ce qu'il en était. Tu vois, c'est un calibre qui est annoncé à plus ou moins 10 secondes. Alors, plus ou moins 10 secondes, c'est mieux ou c'est moins bien que plus ou moins 2 secondes, ce que nous annonce Rolex? Enfin, les 8 secondes d'écart par jour en moyenne, hein, c'est-à-dire en fait, c'est pas complètement ça. Qu'est-ce que ça change fondamentalement sur le plaisir que tu as avec ta Yema, quoi? Pas Pas grand-chose. grand-chose, non? Bon, après, c'est eux. Bon, après, pourquoi ils mettent ça maison entre guillemets? C'est-à-dire que on a l'impression qu'ils veulent quand même attirer du monde pour dire que, parce je pense qu'ils ont quand même la conscience que ça peut, que ça aide certaines personnes à faire un choix. Le fait que ce soit un calibre, normalement, on appelle ça manufacture. Alors que, bon, moi, je suis plutôt collectionneur, donc c'est vrai que je m'en fiche un petit peu. Mais quelque part, je trouve que c'est quand même un défaut dans le sens où ils l'écrivent eux-mêmes entre guillemets. Donc, soit on ne le dit pas, et du coup, comme ça, voilà, on n'en parle pas. Soit on dit que c'est maison, mais vraiment maison, on enlève les guillemets, quoi. Ouais. Et en fait, là, je pense qu'il y a une petite faute parce qu'on on induit un petit peu en erreur, quoi. Tout en voulant se protéger, ah, on a mis les guillemets, il n'est pas vraiment maison. Pour celui qui veut vraiment mettre le nez dedans, enfin, je trouve que c'est un petit peu, même si moi je m'en fiche, je trouve que pour certaines personnes, c'est un petit peu brouiller les pistes. Ouais. Et bon, pour moi, c'est une faute marketing. Après, j'ai pas d'expérience là-dedans, mais c'est comme ça que je vois le truc, quoi. Ouais, ouais, écoute, moi j'ai pas plus d'avis que ça. Vous le savez, les amis, j'en ai déjà parlé. Les rééditions, c'est pas mon truc aujourd'hui. Ce sera peut-être le cas plus tard. Je pense que c'est quand même sacrément complexe. Ce que je retiens de ce que tu dis, c'est que toi, ça te gêne pas le mouvement maison entre guillemets, mais tu te dis euh, ça peut signifier pour des gens, pour d'autres acheteurs qui vont acheter un mouvement maison, alors qu'en fait, ça l'est pas vraiment. Donc c'est un peu c'est marketé en tant que tel, alors que ça ne l'est pas. Et ça peut être effectivement une problématique, ou en tout cas quelque chose qu'on pourrait discuter pendant des heures. C'est le marketing et le storytelling des marques en général sur leurs montres. Et ben, on le sait bien, il y a plein de choses avérées, il y a des succès, il y a des innovations, etc. Et puis il y a quand même un certain nombre de modèles où je vais pas dire que l'histoire est travestie, mais en tout cas, elle n'est pas aussi binaire que je suis allé sur la Lune avec ou j'y suis pas allé, quoi. Hein. Parfois, c'est beaucoup plus subtil que ça, et c'est le propre de l'histoire en général. L'histoire, on peut l'apprendre dans des bouquins avec des dates qui ont l'air exactes. Ouais, mais cette date, elle est devenue exacte par un alignement de tous les historiens et tous les chercheurs qui sont d'accord sur ce fait-là. Et ben dans l'horlogerie, Yema est une marque historique française, mais qui est pas très ancienne non plus. L'histoire de Gégère Lecoultre qui a quasiment 200 ans, bah, je veux dire, qu'est-ce que serait devenu Gégère Lecoultre si Edmond Geiger s'était pas associé avec la famille Lecoutre au début du 20e? Tu vois, donc en fait, elle a 200 ans, mais sur les 100 premières années, c'était complètement différent. Et puis après, ça a changé, puis elles ont failli toutes mourir à la fin des années 70, début des années 80. Et puis aujourd'hui, beaucoup de marques nous racontent qu'ils font des montres depuis 200 ans, mais ils oublient de nous dire que pendant 30 ou 40 ans, ils en ont fait quelques centaines par an, quoi. Donc, qu'est-ce qu'il y a à ressortir de tout ça? Bah, c'est compliqué, et je pense que le plus important, c'est de se retrouver ou non dans ce storytelling, et puis d'avoir son histoire personnelle avec cette montre qui fait que c'est la petite histoire dans la grande histoire. Voilà. C'est ça. Ok, écoute, c'est pas mal du tout. J'aime beaucoup ton regard sur cette montre parce que même si tu l'as depuis peu de temps, eh bien, on voit bien que tu es vraiment affûté sur ce qui te plaît, ce qui te plaît un petit peu moins. T'as des avis qui sont bien structurés. Moi, j'aime pas mal du tout. Alors, les amis, vous savez maintenant, et tu le sais aussi toi, Aurélien, on va passer à la deuxième partie de ce Duel Time, qui est en fait dédié à essayer de découvrir d'autres modèles de montres, et puis de comprendre comment les uns et les autres peuvent réagir
face à une montre et comment il la décrypte, comment il l'analyse et finalement comment elle plaît ou non. Alors, évidemment, l'idée c'est de voter pour votre montre préférée. Vous pouvez voter les abonnés dans l'onglet communauté sur l'une des 5 montres que vous aurez vues, donc celle d'Aurélien, la Yema, Flygraph et l'une des 4 autres. Et toi, Aurélien, bah, tu n'as pas le droit de voter pour ta montre, sinon c'est pas juste. Et je vais te présenter 4 montres et on va les décrypter une à une ensemble et tu me diras pour laquelle tu votes. D'accord? Oui. T'es prêt? Mhm. Bon, alors là, on est parti toujours dans le monde de la réédition. Et là, tu as l'autre marque, ou en tout cas la marque emblématique, historique, avec une très très longue histoire, une réédition d'une Lip Nautic Ski en 38 mm. Alors, comment tu la trouves celle-là? Bah, c'est une très belle montre. Ah, J'aime beaucoup. ouais. J'aime beaucoup, déjà parce que c'est une LIP. Donc, petite histoire personnelle par rapport à ma maman, parce que c'était une de ses premières montres. Donc, du coup, rien que pour ça, j'aime la marque. Et j'aime le style. J'aime les plongeuses. Après, voilà, on voit que c'est une réédition, hein, c'est-à-dire qu'elle a été remise un petit peu au goût du jour. C'est une... J'aime bien. C'est quoi le petit détail? Que tout ça, c'est une affaire de détail, tu vois. Qu'est-ce qui t'a plu tout de suite? On comprend que Lip, ça veut dire quelque chose pour toi, mais la montre elle-même. Là, la montre, en fait, c'est le côté un petit peu, pas vraiment, enfin, un petit peu hublot, là, hein. On a l'impression que la lunette est plus large que le boîtier, quoi. Et ça, je trouve ça original. Alors, évidemment, je pense que à porter, pareil, avec des manches longues, toujours un petit peu compliqué, mais comme tu le disais tout à l'heure, c'est un peu toutes les montres actuelles, c'est un petit peu le même problème. En ce moment, on n'a pas trop ce problème-là, parce qu'avec la chaleur qu'il fait, en t-shirt ou en polo, c'est parfait. Ouais. Et donc ça, c'est la première chose. La lisibilité, sa simplicité. Bon, le fait qu'elle ait une date ou pas, moi je m'en fiche un petit peu, hein, de la date. J'aime pas savoir le jour qu'on est. Ça m'intéresse pas. Et Euh, cette double couronne là, dont la couronne à 10 heures te permet de justement de faire tourner la lunette qui est intégrée, hein, qui est ouais, à l'intérieur du verre. c'est pas mal ça. C'est pas mal parce que ça évite de toucher la lunette, ça évite de surcharger et de la rendre grosse, comme on va dire on va prendre une marque assez connue, un modèle assez connu, une Submariner par exemple, avec la lunette tournante. Là, on a la petite molette qui fait tourner une lunette interne. J'aime beaucoup. Mm. J'aime beaucoup ça. C'est le petit détail que j'aime bien. Petit détail qui te plaît, qui te plaît. Tu as vu, elle est équipée on va dire, d'un bracelet tropique, hein, une réédition, mais qui était très très en vogue fin des années 60, début des années 70. Alors de 0 à 10, combien tu lui mets à celle-ci, Aurélien? Je vais lui mettre 7. 7 sur 10, c'est un bon début pour une réédition. Les amis, vous savez que je suis un grand fan de Lip. D'ailleurs, j'ai une Nautic Ski, hein, une super compressor, mais celle qui est, on va dire, faite de bleu et de rouge. Là, c'est un petit peu différent. Et il n'y a toujours pas de Lip, hein, qui est venu dans Petite Montre entre amis. Je parle de Petite Montre entre amis parce que c'est le programme phare de la chaîne. Là, il faut me résoudre ce problème, hein, les amis. Et d'ailleurs, dans Duel Time aussi, il faut absolument qu'on voit du Lip. C'est absolument fabuleux ce qu'ils peuvent faire dans le vintage. Il y a un choix colossal à petit prix si vous voulez vous régaler. Alors, on démarre donc avec un 8 sur 10. Là, on change du tout au tout. On est de nouveau sur de la réédition, mais on est chez Omega. Donc là, on est sur un prix qui est bien différent, et c'est la réédition de la 2998, qui a été la première Omega portée dans l'espace par l'astronaute Wally Schirra. Qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Alors, je connais bien la montre. Je la connais bien, mais je n'en ai pas. J'en ai Ouais, jamais vu en vrai, ouais, mais j'arrive pas à aimer la Spin Master. c'est C'est vrai? une montre que j'aimerais aimer, mais je n'y arrive pas. Pourquoi à froid comme ça? J'adore les chronographes.
Oui, J'ai commencé d'ailleurs avec une chronographe. Ma première montre, c'était une chronographe. oui, Donc j'adore toujours. oui, Je respecte l'histoire qu'elle a. Mais comme tu disais tout à l'heure, l'histoire, on sait ce qu'elle est et est-ce que bon, elle est allée sur la Lune, ok. Est-ce qu'elle est vraiment allée sur la Lune? Est-ce qu'elle n'est pas restée dans la navette? Je ne sais pas. Mais enfin bref, ça c'est un détail. Mais j'ai pas d'affinité particulière pour la Omega Spin Master, avec un respect pour la marque, pour le modèle évidemment. oui, oui. Bah écoute, tu sais, là je peux pas te dire grand-chose. Vous le savez, les amis, que moi je suis un grand fan. Ouais. Ce que tu dis sur est-ce qu'elle y est allée ou pas, alors évidemment, ça c'est un point compliqué. Je pense qu'il y a de nombreuses images qui viennent le confirmer. Je pense que ce qui est important, c'est l'apport et l'importance d'avoir une montre mécanique à l'époque. Et il s'est avéré que, et là c'est archi documenté dans tous les sens, que c'est une Speedmaster 105012 hein, qui a été qualifiée pour être portée par Buzz Aldrin et Neil Armstrong sur la Lune. Donc c'est c'est un bon exemple, et c'est intéressant de parler de ça parce qu'en fait ça montre que, je pense, de faits réels, alors évidemment on n'était pas dans le module lunaire hein, tous les deux, hein, mais après ils sont allés plusieurs fois sur la Lune, hein, les astronautes américains, ça rappelle à quel point la gestion du temps et l'importance du temps étaient importantes à l'époque. Et évidemment, si on enlève à Omega la notion de Moonwatch, ce serait une marque moribonde. Je pense que la différence entre Omega, je vais mettre Omega et Rolex dans le même panier en termes de participation aux grandes conquêtes humaines. Omega, c'est l'aérospatiale et la conquête de la Lune, là où Rolex est plus dans la plongée, dans l'alpinisme, dans le dépassement de soi, etc. Et donc c'est là toute la subtilité entre le storytelling des marques sur des choses avérées ou peu contestables, même si on peut tout imaginer, comme tu le dis, et puis des modèles, certes, qui ont des codes de montres de plongée ou d'aviateurs, mais qui finalement n'ont jamais été portés par quelconque pilote, qu'il soit de ligne ou de chasse. Tu vois. Après, bon, bah, c'est une réédition, donc moi, vous le savez, c'est pas ma tasse de thé, quoi. Donc là, j'ai bien peur que tu lui mettes une sacrée mauvaise note à cette montre, Aurélien. Si c'était un modèle original, j'aurais été moins sévère du coup pour le coup. Ouais, Parce que, comme je te disais, je respecte la montre et la marque, ouais, mais du coup, la réédition, moi, je comprends qu'elle séduise. Moi, elle me laisse vraiment de d'accord, marbre, quoi. d'accord. Donc, je peux pas mettre une mauvaise note non plus parce que justement, quand on aime les montres, on peut pas la dénigrer. Mais là, je vais mettre une note uniquement personnelle. Je vais lui mettre 6. Oui, mais c'est ça, les amis, c'est ça que j'attends comme note. C'est-à-dire que si vous vous dites, bah oui, mais c'est une icône, on ne peut pas lui mettre une mauvaise note, elle ne lui plaît pas, cette montre, à Aurélien, donc mécaniquement, il lui met une mauvaise note. Ce que j'espère, c'est que lorsque tu verras l'épisode de Street Watch avec Maxime, qui justement a cette montre, et qu'il en parle avec beaucoup d'affection et d'émotion, j'espère que ça te fera changer d'avis sur la Speedmaster. J'irai la voir en boutique. S'il arrive à me convaincre, j'irai la voir en Ça boutique. marche. Alors, troisième montre, là, on revient chez Yema avec le modèle iconique, historique de Yema. Là, Yema Superman Héritage. Donc en 39, comme la tienne, étanche à 300 mètres, hein, 990 pieds. Et avec cette célèbre, on va dire, euh, pas un protège-couronne, mais qui permet de débloquer la lunette, et justement pour la faire tourner, qui est une autre façon de mesurer le temps lorsqu'on est en plongée sous-marine. Alors qu'est-ce que tu en penses de celle-ci? Alors c'est simple, elle me plaît énormément parce que justement c'est une alternative à d'autres marques Ouais, connues. Il y a une histoire, la réédition est bien faite.
euh, avec justement le bloc couronne. Là c'est de la montre professionnelle jusqu'au bout, quoi. Et même si c'est une réédition, pour le coup, ça me parle un peu plus. Ouais. Euh, et Oui, mais justement, je ne justement, plonge pas. Elle ouais, me excuse-moi, vas-y. Et donc, ouais, même si je fais pas de plongée, ce serait une plongeuse voilà, qui m'intéresserait d'avoir dans ma collection, c'est sûr. Hmm. Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas allé sur celle-ci et que tu as choisi la Flygraph? Alors, c'est un petit peu bête, mais c'est mon cheminement personnel dans la collection. Il y a des collectionneurs qui, voilà, moi, je suis un collectionneur qui aime bien avoir un type de montre pour chaque profession, on va dire. Genre, une militaire, enfin une ou deux, je veux dire, mais j'aime bien avoir un petit peu tous les types de montres dans ma collection. J'aime bien varier les plaisirs. Et j'ai déjà une plongeuse, même deux, et j'avais pas d'aviateur. Et c'est vrai que c'est cette montre-là, hein, cette Flygraph-là qui m'a tapé dans l'œil. Mais là, celle-ci, là, elle va pas trop tarder, je pense. Ah, ça c'est intéressant. Non, mais ça veut dire que ta première expérience avec la réédition de la Flygraph C'est exactement ça. va t'amener à aller sur la Superman. Et tu vois, C'est ça c'est un exactement truc ça. essentiel pour les marques. Moi, je suis intimement convaincu que bien souvent, même si c'est purement émotionnel, hein, c'est-à-dire c'est peu cartésien, c'est vraiment des sensations. Lorsqu'on achète une montre, finalement, c'est une partie de soi, une grande partie qui devient fan de la marque. Mm. Hein. Et un jour ou l'autre, on y revient. Voilà. Donc tu regardes, tu fais la liste des marques de montres que tu as. Et puis, bah, tu as une période où tu te dis, ben non, mais j'aimerais diversifier, pas avoir que les mêmes marques. Mais oui, mais sauf qu'à un moment ou un autre, tu as quand même des marques que tu préfères. C'est ça. Et parfois, quelle en est la raison? Bah, la raison, c'est que tu en as une et que d'autres marques, tu n'en as pas. Et ça n'a rien à voir avec la qualité de l'acier, l'étanchéité, le calibre, ou, etc. etc. C'est purement personnel comme, comme sujet. Bah, tu sais quoi? Il y a aussi une Yema Superman Héritage qui va passer dans Ski Swatch bientôt. Donc tu pourras regarder, tu as vraiment de la chance, hein, tu vas être gâté sur la chaîne Aurélien. J'espère Euh, bien. Qu'est-ce J'attends. que je veux dire? Tu lui mets combien de 0 à 10 à celle-là? Ouais, je lui mets 8, hein. Oh là, les amis, il va adhérer au club Yema bientôt, là, à ce rythme-là. C'est pas possible, hein? Mais je suis déjà. Ah, bah voilà! Non, mais attends, bah attends, faut que tu appelles tous les copains de Yema pour qu'ils puissent regarder sur la chaîne et valider que tu as bien dit ce qu'il fallait dire. Hein. Alors, on passe à la dernière. Là, on est dans un domaine complètement différent, mais que personnellement, moi, j'aime beaucoup, qui est une réédition également. C'est la réédition de la Pulsar LED, hein, sortie au début des années 70, en 1970 de mémoire. Et là, elle est ressortie sous la marque Hamilton. Elle s'appelle PSR Digital Quartz. Voilà, c'est une montre à affichage digital avec des petits LED rouges. Qu'est-ce que tu en penses, Aurélien? J'adore. J'adore parce que ça, en fait, c'est mon enfance, en fait. Ah bah Euh, le oui, côté, euh, le quartz, parce que ouais, moi, je suis de 82, hmm, donc années 80, 90. Alors, je dis pas que, même si c'est 70, c'est ça, dans ces ouais, eaux-là. ouais, Et forcément, quand quand on commence à être un petit peu, quand on commence à grandir un petit peu, on regarde pas forcément ce qu'il y a autour de soi, on va regarder un petit peu ce que les gens ont. Et ce que les gens ont, c'est ce qu'ils ont souvent acheté 5, 10 ans avant. Et moi, j'aime vraiment beaucoup, quoi. Avec le côté un peu télévision, le côté un petit peu tube cathodique, là, l'affichage, les chiffres rouges, parce que bah, je pense qu'à l'époque, il ne devait pas y avoir beaucoup d'autres couleurs. Et moi, je la trouve super classe. ouais, moi j'aime beaucoup. Il s'avère que j'en ai une, j'ai une Pulsar d'époque. Alors pas, j'ai la Pulsar P2, celle qui a un deuxième bouton à gauche qui permet d'avoir la date. Et puis le pulsar n'est pas gravé sur on va dire sur la lunette, mais en fait est imprimé ou collé, on va dire, sur la vitre. Ça a un défaut comme montre,
Aurélien, c'est que lorsque tu vas faire des courses et que tu as les deux mains qui sont prises, eh bien, tu ne peux pas lire l'heure si tu n'appuies pas sur le bouton. Voilà. Ah, Et oui. bon, ça Et donc forcément, c'est un petit peu plus compliqué. Voilà. Alors ça, c'est un modèle de mémoire qui est ressorti, qui était en plaque et or et que maintenant ils ont en acier. Ça coûte entre 600 et 700 euros. Il y a quelques vintage qui étaient trouvables avant et je pense que maintenant, bah, les vintage vont s'aligner sur les récentes comme ça. pour le Ce que coup, j'aime beaucoup, moi, Aurélien, c'est justement ces petits LED en petits pointillés. ouais. Et ça n'a pas duré très longtemps, technologiquement. Ça a très vite été remplacé par des bâtons, puis après, ça a été supplanté par les cristaux liquides. Et c'est Euh, ça qui est intéressant, c'est que ouais. justement le côté vintage, il faut aller jusqu'au bout. Après, évidemment, je préférerais un modèle original. Pour ce type de montre-là, Mm. moi qui suis pas justement dans le vintage, hein, tu as eu pas mal d'invités et justement le cheminement vintage, ils en étaient pas encore là et moi non plus. Mais c'est le genre de montre justement qui me fait voilà, ça m'intéresse quoi. Comme Ouais, je suis des années 80, moi évidemment ça va plutôt être du vintage de ces années-là, même si évidemment même les années antérieures, je pense que il y a vraiment de bien quoi sûr, bien sûr, s'intéresser hein, bien évidemment. sûr, Hein. bien sûr. Mais voilà ce modèle-là, d'ailleurs voilà, je me suis intéressé, c'est un modèle où j'ai déjà un petit peu regardé prospecté, hein, je t'avoue. Ouais, bon, C'est un après, bon c'est choix. vrai Roger Moore l'a porté dans un James Bond, mais je me souviens plus dans lequel. Ce qu'il y a à retenir également sur ce modèle, et pour le coup, toi, tu disais, voilà, tu as d'autres montres et ta collection, on va dire que c'est une collection, c'est des verticales, hein, aéronautique, automobile, plongée, etc. Peu importe, là on n'est pas là pour parler du reste de ta collection. Moi je suis plus sur, comment dire, des montres qui, pour différentes raisons, ont été des marqueurs de la conquête du temps. Et les pulsars en 70, quand elles sont sorties, c'était les premières montres à affichage digital et tu peux encore retrouver sur internet facilement, les voir, hein, tu peux pas les acheter, mais les publicités de l'époque qui disaient que en fait avec cette montre tu changeais ta façon de dire l'heure. Alors toi tu es moins âgé que moi, mais enfin moins âgé, je suis pas bien vieux non plus, hein, mais quand j'étais petit on apprenait à lire l'heure en disant 3 heures moins le quart, 2 heures et quart, Mm. 2 heures et demie. Et Mm. avec ça, c'était l'affichage analogique, donc avec des aiguilles. Et quand une montre est digitale, eh bien, tu vois bien que l'heure actuellement, il est 10h09. Alors que à l'époque, avec des aiguilles, tu aurais probablement dit il est bientôt 10h15. C'est ça. Voilà. Et cette façon de dire l'heure, bah aujourd'hui, comment on fait pour dire l'heure? On prend son téléphone et il est 8h49. Oui. Voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'a amené Pulsar à l'époque, qui était déjà une filiale d'Hamilton. Et tu as eu avec cette technologie-là, des dizaines et des dizaines de marques, dont Omega, qui a fait des montres qui sont très très prisées aujourd'hui. Le problème, c'est que c'est de l'électronique des années 70, donc ça vieillit très très mal. Et tu as seulement quelques petits spécialistes dans le monde qui savent les réparer. Et pour le coup, les amis, si vous en achetez une ou si tu en achètes une, Aurélien, une vintage, j'ai un bon interlocuteur en Angleterre qui peut te remplacer le mouvement d'origine, enfin le mouvement, le circuit intégré d'origine, mais qui te conserve les LED. Et c'est ça qui fait toute la différence. Voilà. Et dernier petit point, vous avez compris, je suis fan de cette montre. D'ailleurs, je crois que je vais faire une vidéo, ma montre et moi, sur le sujet. Ce qui me déçoit dans cette réédition, mais je peux comprendre que technologiquement ce ne soit pas possible. Les vintage sont faites d'une façon où pour changer l'heure et la date, à l'intérieur de la boucle déployante, tu as une petite trappe où tu enlèves un aimant et tu viens coller ton aimant à l'intérieur de la montre sur des emplacements dédiés pour régler l'heure. Oh, Tu vois, c'est un truc complètement désuet. Et là, pour le coup, moi, c'est ce qui m'intéresse. intéressant. Donc, c'est ce qui fait que j'ai des montres qu'on peut qualifier d'électronique, d'électromécanique, d'électrique.
parce que au début des années 70 jusqu'à la fin des années 70, les amis, les marques vous le disent pas, hein, mais toutes les montres, toutes les marques de haute horlogerie déposaient comme des dingues des brevets sur leur électronique parce que c'était la conquête du temps et de la fiabilité. Ce n'est qu'après que c'est devenu le raz-de-marée des montres gadgets qui a tué la valeur pendant une vingtaine d'années des horlogers mécaniques. Alors combien tu lui mets à celle-là, Aurélien? 7,5. Eh, 7,5 les amis, j'ai comme l'impression que Aurélien est en train d'organiser son choix final. Donc je vais vous afficher maintenant, comme le veut la tradition, allez on vote les amis, hein. Rendez-vous dans l'onglet communauté de la chaîne. Alors justement là Aurélien, donc la Nautic Ski tu lui as mis quoi? Je lui avais mis 7. 7 sur 10. La Speedmaster First Omega in Space, tu lui as mis un 6 sur 10. Désolé. La Yema Superman, tu lui as mis un 8 sur 10. C'est ça. Et la Hamilton PSR Digital Quartz, hein, moi je l'appelle la Pulsar LED, n'en déplaise à nos amis d'Hamilton, eh bien moi je me dis que fondamentalement tu es un grand fan d'horlogerie française puisque tu viens d'élire comme ta montre préférée parmi les 4, cette Yema Superman, Aurélien. Oui. T'as hésité ou pas? Non. Non. Non, j'ai pas hésité. Tu préfères pas la Lip? Pas la Lip parce que j'aurais préféré un autre modèle de la Lip. Voilà, un modèle avec. Moi, je suis vraiment fan de l'acier brut. Donc voilà. Entre une montre en or et une montre en acier, quel que soit le modèle, je prendrai toujours la montre en acier. Je comprends. Écoute, Aurélien, un grand merci. Hein, les amis, on le remercie chaleureusement d'avoir participé à cette émission. Bah, vous le savez, hein, je le répète à chaque fois, pour participer, vous m'écrivez. Aurélien, il a pris son clavier, m'a envoyé un formulaire sur www.dailyshoes.fr. Je vous invite à faire pareil si vous voulez participer. Vous le voyez, c'est que de l'émotion. On discute, on échange entre passionnés. C'est du divertissement, il y a des choses plus graves dans la vie. Je pense que tu es d'accord sur ce point de vue, Aurélien. Eh oui, les amis, je vous laisse. À très bientôt. À ciao, ciao.